Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La belle-fille veut éliminer sa belle-mère pour l'héritage, mais celle-ci lui réserve une surprise. Le vent soufflait doucement sur les collines paisibles du Vermont, caressant les érables flamboyants de ses doigts d'automne. Les feuilles rougeoyantes et dorées valsaient dans les allées du domaine, s'accrochant encore un instant aux branches avant de se résigner à l'inévitable chute. Le vieux manoir des Sullivan se dressait fièrement au milieu de cette nature mélancolique, ses volets peints en vert sombre battant légèrement sous les rafales. Chaque pierre de la façade racontait une histoire, chaque fenêtre semblait garder en mémoire des secrets tus. À l'intérieur, dans une cuisine au charme ancien, décorée de carreaux bleus et de rideaux à fleurs fanées, Maggie Sullivan, 72 ans, versait de l'eau bouillante dans une théière en porcelaine anglaise, un service qu'elle n'utilisait que les jours où la solitude lui pesait un peu trop. Elle portait un cardigan tricoté main et des chaussons usés. Son visage, encore élégant malgré les rides, portait la douceur de ceux qui ont aimé longtemps, mais qui ont aussi perdu. Depuis la mort de son mari, Robert Sullivan, 5 ans plus tôt, Maggie vivait seule dans cette vaste demeure victorienne. Le silence y régnait comme un maître invisible, pesant mais familier. Le tic-tac de l'horloge du salon rythmait ses journées, et parfois, le craquement du parquet sous ses pas réveillait un écho fantôme. Elle ne parlait plus à voix haute comme autrefois. Les rires avaient disparu avec Robert, et les murs, jadis témoins de conversations animées et de fêtes familiales, s'étaient tus. Robert avait été un bâtisseur. Parti de rien, il avait gravi les échelons du monde de l'immobilier avec une intégrité rare et une volonté de faire. Ensemble, ils avaient traversé les tempêtes de la vie, les dettes du début, la maladie de Maggie dans sa quarantaine, les années de sacrifice, pour finir par bâtir un empire prospère. Mais Robert n'avait jamais perdu de vue l'essentiel, la famille. À sa mort, il avait tout légué à Maggie, convaincu qu'elle saurait honorer son héritage avec sagesse et cœur. Il lui avait dit, la veille de son dernier souffle, ne laisse jamais personne briser ce que nous avons construit. Elle n'avait jamais oublié ces mots. Maggie n'avait qu'un fils, Daniel Sullivan, aujourd'hui âgé de 38 ans. Un garçon sensible, doux, discret. Dès l'enfance, il avait préféré les livres aux jeux, les bibliothèques aux salles de sport. Ingénieur en génie civil, il travaillait dans un cabinet d'études à Burlington, loin du monde clinquant de l'immobilier. Maggie l'aimait profondément, d'un amour protecteur, presque fragile. Il n'avait jamais été un battant, mais un homme juste, loyal. Peut-être trop. Quand Daniel avait présenté Kendra Lewis à sa mère, Maggie avait souri, mais son cœur s'était légèrement serré. Kendra était belle, cela ne faisait aucun doute. Élancée, toujours maquillée avec soin, habillée de manière impeccable comme si chaque jour était une interview ou un défilé. Elle avait ce rire charmant, cette politesse affûtée, et cette manière de poser la main sur l'épaule de Daniel qui semblait calculée. Elle avait 28 ans, travaillait dans la communication, et disait adorer les brunchs, les voyages et la peinture abstraite. Tout chez elle semblait parfait. Trop parfait. Maggie, qui avait vu bien des visages se fissurer avec le temps, avait senti chez Kendra quelque chose de glacial derrière le sourire. Une sorte de contrôle permanent. Lors de leur première rencontre, Kendra avait apporté une bouteille de vin cher et un gâteau acheté dans une pâtisserie huppée, en disant que c'était la moindre des choses. Elle l'appelait « mère » avec une voix douce, mais ses yeux ne clignaient jamais. Elle la regardait comme on observe un obstacle à contourner, pas comme une femme à connaître. Les années passèrent, comme des feuilles arrachées au calendrier sans qu'on y prenne garde. Daniel et Kendra s'installèrent dans un quartier huppé de Burlington, avec une maison moderne à toit plat, des meubles scandinaves, et une vie soigneusement mise en scène sur les réseaux sociaux. Maggie les voyait moins. Les visites devinrent espacées, plus formelles, comme des obligations sociales plutôt que des élans du cœur. Kendra prenait progressivement le contrôle des décisions domestiques. Elle insistait pour que Daniel passe davantage de week-ends avec elle, évoquant toujours une sortie prévue, un dîner important, un engagement professionnel. Elle disait vouloir préserver leur équilibre de couple, mais Maggie comprenait, c'était un exil déguisé. Elle regardait son fils s'éloigner, incapable de dire non, incapable de voir ce qui se tramait. Peu à peu,
Kendra commença à poser des questions très précises sur le patrimoine familial, le nombre exact de propriétés, les revenus des loyers, les placements financiers, les donations passées. Lors d'un dîner chez Maggie, elle aborda même la question de la succession. « Maman, tu ne trouves pas que cette maison est trop grande pour toi ? Tu pourrais vendre quelques biens, ça te simplifierait la vie, et tu pourrais en profiter pendant que tu es encore en forme, » avait-elle glissé d'un ton presque affectueux. Maggie avait levé les yeux de son assiette, fixant le regard de sa belle-fille quelques secondes de trop. Puis elle avait souri doucement. « Je me débrouille très bien ainsi, Kendra. Et certaines choses ne se mesurent pas en mètres carrés. » Elle était restée polie, posée, mais inflexible. C'était sa manière de défendre ce qu'elle avait bâti, sans créer de conflit direct. Mais cette réponse avait crispé le visage de Kendra. Une tension glaciale s'était installée, imperceptible pour Daniel, mais évidente pour Maggie. Au fil des mois, les tentatives de persuasion devinrent plus insistantes. Kendra glissa à Daniel qu'il était temps de penser à l'après. Elle fit remarquer qu'il était leur devoir de protéger l'héritage, que cela devait se faire avant qu'il ne soit trop tard. Elle insista pour qu'il demande à consulter les dispositions du testament de Robert. Elle parla de fiscalité, de transmission, de logique patrimoniale. Daniel, influençable et désireux de ménager tout le monde, finit par appeler maître Blake Carson, le notaire de longue date de la famille Sullivan. Quelques jours plus tard, Carson appela Maggie pour l'en informer. Sa voix était posée, mais elle ne masquait pas une certaine gêne. Il expliqua que Daniel avait demandé à voir les clauses du testament de son père, et qu'il avait mentionné l'idée de réévaluer la stratégie successorale avec sa femme. Ce fut un choc pour Maggie. Elle se tenait debout, près de la baie vitrée de son salon, en tenant le combiné contre son oreille. Au dehors, le jardin était paisible, baigné par une lumière dorée d'automne. Mais en elle, un froid s'était glissé dans son estomac. Non pas une peur panique, mais une certitude sourde, on commençait à s'organiser dans son dos. Elle prit rendez-vous immédiatement avec Carson, déterminée à faire les choses calmement, mais avec méthode. Lorsqu'elle entra dans son bureau, elle était vêtue de noir, comme toujours, mais ce jour-là, il y avait dans son allure quelque chose de plus tranchant. Elle se tenait droite, la voix calme, le regard perçant. Elle expliqua à Carson qu'elle ne voulait pas de drame, ni de scandale, mais qu'elle sentait que quelqu'un cherchait à accélérer l'héritage, à profiter de son affaiblissement progressif, ou à le provoquer. Elle demanda que soit ajoutée une clause de protection rigoureuse dans son testament, toute personne qui, de manière directe ou indirecte, serait reconnue responsable d'un acte visant à compromettre sa santé ou sa vie, verrait immédiatement sa part annulée. Carson, juriste méthodique, fut d'abord surpris par la gravité de la demande. Mais lorsqu'il croisa les yeux de Maggie remplis d'une lucidité amère, d'un instinct de survie, il comprit. Il hocha la tête et promit que cette clause serait rédigée avec toute la rigueur légale nécessaire. Tout fut fait dans la plus grande discrétion. Le document fut scellé, les copies stockées en lieu sûr. Seuls Maggie et Carson en connaissaient les termes exacts. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Maggie s'autorisa un verre de vin rouge. Elle s'assit dans le vieux fauteuil de Robert, face à la cheminée éteinte, et murmura pour elle-même. Qu'ils essaient seulement. Quelques semaines plus tard, alors que l'hiver commençait à effleurer les collines du Vermont d'un voile blanc, Maggie tomba gravement malade. Ce fut soudain. Une nuit, elle se réveilla prise de violentes nausées, de tremblements inhabituels, et d'un vertige lancinant qui lui fit chuter en se levant. Elle appela les secours en pleine nuit, seule, le souffle court, allongée sur le tapis de son salon. Les ambulanciers la trouvèrent presque inconsciente, et la conduisirent d'urgence à l'hôpital de Middlebury. Les examens révélèrent une forme rare d'intoxication chronique à l'arsenic, insidieuse, diffuse. Ce n'était pas une dose mortelle, mais juste assez pour affaiblir progressivement son système immunitaire, déstabiliser ses fonctions organiques, brouiller son équilibre. Le médecin, un homme d'âge mûr à la voix grave, lui posa une question troublante. « Avez-vous consommé récemment quelque chose de fait maison, ou préparé par quelqu'un d'autre ?» Et là, une image s'imposa, le petit plat soigneusement emballé que Kendra lui avait apporté quelques jours plus tôt, prétendument, mijoté avec amour. Des lasagnes aux champignons, accompagnées d'une salade au goût amer.
Maggie s'en souvenait. Elle n'avait pas fini son assiette. Quelque chose dans le goût l'avait dérangée, mais elle n'avait pas voulu paraître suspicieuse. Elle comprit immédiatement. Pas besoin de preuves formelles. L'intuition d'une mère, d'une femme, d'une survivante. Tout s'éclairait, tout prenait sens. Le sourire trop lisse. L'insistance soudaine pour lui préparer des repas. Le regard impatient lors de ses faiblesses récentes. Mais Maggie ne dit rien. Elle ne confronta personne. Elle prit une décision plus froide, plus stratégique, jouer le jeu. Elle s'enfonça volontairement dans un rôle, celui de la vieille femme confuse, fatiguée, au bord de la sénilité. Elle parla plus lentement. Elle oublia volontairement des détails. Elle demanda aux infirmiers de répéter des choses simples. Elle feignit de ne plus se rappeler de son mot de passe bancaire, ou de l'adresse de Daniel. Kendra, informée de l'hospitalisation, reprit rapidement ses visites. Toujours ponctuelle. Toujours attentionnée en apparence. Elle apportait des fleurs, des fruits, parfois une écharpe parfumée. Mais elle parlait plus bas qu'avant, comme si elle se méfiait de l'environnement hospitalier. Ou comme si elle savait que la fin était proche. Un jour, Maggie l'entendit chuchoter à Daniel en croyant qu'elle dormait. Elle décline vite, tu sais ce que disent les médecins. Ce serait presque mieux si elle ne souffrait pas trop longtemps. Et Daniel, perdu, répondit à peine, murmurant un oui vague, hésitant. Ce fut ce jour-là que Maggie décida de placer un petit enregistreur vocal sous son oreiller. Un ancien modèle à cassette, discret, que Robert utilisait autrefois pour dicter des notes. Elle le glissa dans un étui de médicaments, dissimulé parmi ses effets personnels. Elle ajusta l'oreiller, puis s'allongea, fermant les yeux à moitié. Kendra et Daniel étaient venus en fin d'après-midi. Ils pensaient qu'elle dormait profondément. Elle les entendait, distinctement, malgré le souffle régulier qu'elle feignait. Elle ne tiendra plus très longtemps, avait soufflé Kendra. Sa voix était calme, presque froide. Et quand ce sera fait, on vendra cette maison. On partira vivre à Miami. Enfin. Daniel murmura, d'une voix plus basse, remplie de malaise. Kendra, s'il te plaît, c'est ma mère. Ta mère t'a toujours traité comme un enfant. Elle t'a étouffé, manipulé, gardé sous cloche. C'est notre vie maintenant. Notre avenir. C'est nous ou elle. Le silence avait suivi, dense, coupant. Même les moniteurs médicaux semblaient s'être tus dans la pièce. Une fois seule, dans la nuit, Maggie se redressa lentement. Elle retira l'enregistreur avec des mains tremblantes. Elle écouta l'enregistrement, casque sur les oreilles. Puis elle le réécouta. Une deuxième fois. Une troisième. Chaque mot gravé dans sa mémoire comme une lame sous la peau. Elle n'éprouva ni colère, ni rage. Seulement une froide détermination. Elle fit plusieurs copies, qu'elle plaça dans des enveloppes séparées, une pour son avocat, une pour sa banque, une pour elle-même. Elle dressa la liste mentale de ses prochaines actions. Elle appela discrètement Carson depuis la chambre d'hôpital. Elle le convoqua. Il arriva 2 jours plus tard, et elle lui remit l'une des copies sans un mot. Son regard disait tout. Puis, ce soir-là, seule dans sa chambre, elle s'assit lentement au bord du lit, fixant son reflet flou dans le miroir du placard. Elle se redressa, inspira profondément. Elle venait de sortir du deuil. Le deuil d'une illusion. Elle n'était plus seulement une veuve fatiguée. Elle était une femme en guerre. 3 jours plus tard, par une fin d'après-midi d'un hiver froid mais clair, Maggie organisa un dîner chez elle. Ce fut la première fois depuis sa sortie de l'hôpital qu'elle ouvrait à nouveau les portes de son manoir au Sullivan. Elle avait tout préparé elle-même, malgré ses forces encore faibles. La table avait été dressée dans la salle à manger principale, celle qu'elle n'utilisait qu'aux grandes occasions. La nappe en dentelle blanche, héritée de sa propre mère, recouvrait élégamment la table de chêne massif. De fines bougies d'ivoire brûlaient dans des chandeliers en argent ternis par le temps. De la vaisselle en porcelaine fine et des verres à vin délicats complétaient la scène, donnant à la pièce un parfum d'antan. Lorsque Daniel et Kendra arrivèrent, Maggie les accueillit avec un sourire doux, presque fragile. Kendra, radieuse, s'avança dans la pièce comme si elle foulait un sol déjà conquis.
Son regard s'attarda longuement sur les meubles anciens, les tableaux, les tapis. Elle regardait tout comme on observe une maison qui va bientôt changer de propriétaire. Cette nappe est vraiment superbe, Maggie. Tu devrais penser à la vendre avec le lot. Les antiquités sont à la mode en ce moment. Sa voix était légère, presque affectueuse, mais Maggie entendait le poids de l'impatience derrière chaque syllabe. Je suis contente que ça te plaise, répondit-elle simplement. Le repas se déroula dans une ambiance étrange, tendue sous les apparences. Maggie parlait peu, se contentant de sourire doucement, répondant par monosyllabes, laissant surtout Kendra occuper l'espace, poser les questions, glisser ses allusions déguisées. Tu as réfléchi à vendre la maison de Candan aussi? Ce terrain vaut une fortune aujourd'hui. Puis, entre deux bouchées, Kendra osa. Tu sais, si tu veux, on peut t'aider à trier tes affaires, pour t'alléger avant ton départ. Maggie posa lentement sa fourchette, leva les yeux vers elle, et dit calmement. Justement, je voulais vous parler de ça. Daniel redressa la tête. Kendra se figea légèrement, mais resta souriante. Maggie annonça d'une voix posée qu'elle avait pris la décision de partir vivre dans une maison de repos médicalisée en Caroline du Nord, un établissement discret mais très bien réputé, où elle pourrait recevoir les soins appropriés à son âge. Elle ajouta qu'elle ne voulait pas être un fardeau, ni les contraindre à s'occuper d'elle, ni ralentir leur vie de couple. Elle expliqua qu'elle avait besoin de repos, et qu'elle préférait partir en paix plutôt que de s'éteindre seule dans une maison vide. Puis, dans un geste symbolique mais lourd de sens, elle sortit de sa poche une clé ancienne, attachée à un ruban bleu fané. Elle la tendit à Daniel. Cette maison est à vous maintenant. Commencez à en rêver. Un long silence s'installa. Daniel la prit, hésitant, confus. Il la regarda, les yeux brillants d'émotion, sans oser parler. Kendra, elle, rayonnait. Elle retint à peine un soupir de soulagement. Son sourire s'élargit au point d'en être presque indécent. Elle y était arrivée. Enfin. Cette maison, ces meubles, ce domaine, tout semblait désormais à portée de main. Mais Maggie, intérieurement, restait calme. Elle observait leur réaction avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas un abandon. C'était le dernier acte d'une mise en scène préparée avec soin. Le lendemain matin, à l'aube, Maggie convoqua 3 personnes dans son bureau personnel, Maître Blake Carson, son avocat de confiance, l'inspecteur Louis Donnelly, un officier de la brigade criminelle spécialisée dans les affaires familiales, et un juge de paix, Maître Ruth Albrook, ami de longue date de feu Robert. Dans un silence solennel, elle ouvrit un classeur noir et en sortit un dossier épais, soigneusement classé, les rapports médicaux, les analyses toxicologiques, des notes manuscrites retraçant ses symptômes jour après jour, et surtout, une clé USB contenant plusieurs enregistrements dont celui capturé depuis son lit d'hôpital. Elle tendit tout cela à Carson, qui écouta l'extrait audio d'un air de plus en plus grave. Quand la voix de Kendra résonna dans la pièce, elle ne tiendra plus très longtemps. Et quand ce sera fait, on vendra cette maison. Le silence devint glacial. L'inspecteur Donnelly hocha lentement la tête. Madame Sullivan, avec votre accord, nous ouvrons une enquête. Mais tout devra rester discret pour ne pas alerter votre belle-fille. Maggie acquiesça. Il n'y eut ni colère, ni larmes. Seulement une détermination implacable. 3 jours plus tard, un samedi après-midi, Kendra fut arrêtée dans un centre commercial de Burlington, alors qu'elle sortait d'un institut de beauté. Elle portait un manteau camel, des lunettes de soleil oversized, et tenait un sac de luxe à la main. L'arrestation fut propre, rapide, mais visible. Plusieurs passants reconnurent la belle-fille des Sullivan. Un agent lui lut ses droits, pendant qu'elle balbutiait qu'il s'agissait d'une erreur. Mais les preuves étaient là. L'enregistrement. Les analyses. Les déclarations des médecins. Elle fut inculpée pour tentative d'empoisonnement avec préméditation, et placée en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire local. La nouvelle fit rapidement la une des journaux régionaux. Les sites d'information titrèrent « L'affaire Sullivan, la belle-fille empoisonne la matriarche pour l'héritage ?» Les chaînes locales se rendirent jusqu'aux grilles du manoir. Des voisins, des collègues, des amis de Kendra furent interrogés. Le scandale éclata comme une traînée de poudre.
Quant à Daniel, il fut convoqué par la justice en qualité de témoin. Les enquêteurs reconnurent qu'il n'avait pas participé activement à la tentative, mais son silence et sa passivité furent jugés moralement accablants. Confronté à l'évidence, il s'effondra. Il s'enferma plusieurs jours chez lui, sans répondre au téléphone. Ses collègues déclarèrent qu'il avait été suspendu temporairement. Des amis dirent qu'il ne dormait plus, qu'il répétait sans cesse. « Je n'ai rien vu venir. » C'était ma mère. Maggie, elle, ne dit rien. Elle resta dans le manoir, assise près de la fenêtre, le regard perdu dans les branches nues des arbres. Elle ne versait pas une larme. Elle avait simplement tenu sa promesse, ne jamais laisser personne briser ce que Robert et elle avaient construit. Quelques semaines plus tard, le manoir des Sullivan était plus silencieux que jamais. La neige avait recouvert la pelouse d'un manteau immaculé, et seules quelques empreintes menaient jusqu'au portail. Ce matin-là, un petit groupe se retrouva dans le cabinet feutré de maître Blake Carson, situé dans une ruelle tranquille du vieux Burlington. L'ambiance était sobre. Les murs, couverts de bibliothèques en bois sombre, dégageaient une chaleur tamisée malgré l'hiver mordant au dehors. Une lampe d'époque éclairait la grande table ovale au centre de la pièce. Maggie était déjà là, assise dans un large fauteuil capitonné, digne, droite, et silencieuse, vêtue de noir comme toujours, les mains croisées sur une pochette de cuir. Malgré les mois de tension, son visage semblait serein, presque apaisé. Il y avait chez elle quelque chose de résolument intact, une force tranquille née non de l'orgueil, mais de la résilience. Autour d'elle, quelques proches, Daniel, son fils unique, affaibli, les traits tirés, le regard fuyant, maître Ruth Albrook, juge de paix et ami, un représentant de la fondation Women's Bridge, et 2 notaires assistants. L'absence de Kendra, évidemment, planait dans la pièce comme un fantôme malveillant. Carson, dans son costume 3 pièces, ouvrit un épais dossier et déclara, d'une voix neutre mais solennelle. Conformément à la volonté de Madame Margaret Sullivan, nous allons procéder à la lecture des dispositions finales de son testament. Le silence s'installa. Daniel avala difficilement sa salive. Maggie, elle, restait impassible. Carson lut. Le testament, modifié en secret plusieurs mois auparavant, avait été rédigé avec une précision chirurgicale. Il détaillait les actifs de l'Empire Sullivan, plusieurs propriétés dans le Vermont et le Maine, des investissements dans des sociétés foncières, des comptes bancaires, et une collection de bijoux anciens d'une valeur considérable. Puis, Carson énonça la première disposition marquante. À son fils unique, M. Daniel Sullivan, Madame Sullivan lègue une rente mensuelle modeste et stable, indexée à l'inflation, destinée à subvenir à ses besoins essentiels, à condition expresse qu'il 1. Rompe tout contact avec Madame Kendra Lewis. 2. Suive, pendant une période minimale d'1 an, un accompagnement thérapeutique agréé en psychothérapie familiale. Daniel baissa les yeux. Il ne dit rien. Une émotion flotta quelques secondes dans ses traits. C'était de la honte. De la culpabilité. Peut-être aussi un reste d'amour. Carson poursuivit, sans pause. À Madame Kendra Lewis, ex-belle-fille de Madame Sullivan, aucun bien, objet ou somme d'argent ne sera transmis. Les bijoux familiaux qu'elle convoitait à plusieurs reprises, notamment le collier de saphir bleu, la broche de mariage de 1947, et la bague d'émeraude ont été confiés à la fondation Women's Bridge en tant que pièce d'exposition pour promouvoir la mémoire des femmes ayant survécu à des violences domestiques ou familiales. Un silence lourd suivit ces mots. Mais le moment le plus marquant arriva ensuite. Carson redressa légèrement la voix et prononça les mots que Maggie attendait. Le reste de l'héritage, y compris les propriétés, les fonds financiers, les actions de l'Empire Sullivan, ainsi que le contenu de la bibliothèque patrimoniale, sera transféré intégralement à une fondation privée créée par Madame Sullivan de son vivant, la fondation Robert et Margaret Sullivan for L.D. Women's Justice. Il marqua une pause. Cette fondation aura pour mission d'offrir un logement, une aide juridique et un accompagnement psychologique aux femmes âgées abandonnées, maltraitées ou menacées par leur propre entourage. Des murmures d'admiration naquirent du fond de la pièce. La représentante de la fondation avait les larmes aux yeux. Maggie, elle, ne souriait pas. Elle était simplement droite. Résolue.
Comme si chaque mot de ce testament était une brique posée pour réparer ce que la trahison avait tenté de détruire. Quand tout fut dit, Maggie se leva. Elle remercia d'un signe de tête chaque personne présente. Avant de quitter la pièce, elle se tourna vers Carson et lui remit une enveloppe scellée, de couleur crème, marquée simplement au stylo plume, pour Kendra. Carson hocha la tête. Il connaissait déjà son contenu. Maggie n'avait pas voulu l'imprimer. Elle l'avait écrite à la main, d'une écriture fine, calme, presque élégante. Le soir même, dans le bureau du directeur de la prison de Chittenden, l'enveloppe fut remise à Kendra Lewis. Elle était assise seule, les cheveux en désordre, les traits marqués par la fatigue. Elle ouvrit la lettre avec des mains tremblantes, espérant peut-être un message de pitié, une ouverture, un pardon. Mais elle lut seulement. Astérisque, tu as tenté de me faire mourir pour mon héritage. Mais c'est ton cœur que tu as tué. Margaret, astérisque. Kendra resta figée. Les mains se resserrèrent sur le papier. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Seulement un souffle saccadé. Puis elle reposa la lettre sur la table, lentement. Elle venait de perdre bien plus qu'une guerre d'héritage. Elle venait de perdre le récit qu'elle s'était raconté sur elle-même. Après la tempête judiciaire, le silence tomba lourdement sur la vie de Daniel. Il vécut seul pendant de longs mois, dans la même maison qu'il avait héritée en usufruit, mais qui lui semblait désormais vide, froide, étrangère. Les murs, autrefois témoins de souvenirs d'enfance et de moments partagés, résonnaient maintenant d'un vide insoutenable. Il traversait ses journées en automatique, les gestes simples devenus lourds, les nuits hantées par des regrets qu'il n'avait jamais su nommer. Petit à petit, les amis se faisaient rares. Les appels se faisaient timides, les visites, inexistantes. Daniel s'enfermait dans une prison d'isolement émotionnel, rongé par la honte d'avoir fermé les yeux, par la douleur d'avoir trahi sa mère par inertie. Mais un jour, dans un élan de lucidité et de courage, il décida d'écrire une lettre publique, une lettre ouverte à sa mère, mais aussi à tous ceux qui avaient suivi cette histoire. Il y avoua ses erreurs, son aveuglement volontaire, son incapacité à voir ce qui se passait sous son propre toit. Il demanda pardon, non seulement à Maggie, mais à lui-même, dans un geste d'humilité sincère. La lettre fut publiée dans un journal local, relayée par les médias sociaux. Elle toucha beaucoup de lecteurs, qui virent en Daniel un homme brisé mais en chemin vers la rédemption. Maggie, lorsqu'elle reçut cette lettre, fut profondément émue. Elle savait que l'amour maternel était une force parfois indestructible, même dans les pires épreuves. Pourtant, elle répondit à Daniel avec fermeté dans une lettre manuscrite, claire et posée. Elle lui écrivit qu'elle l'aimait toujours, qu'il restait son fils, et que rien ne changerait ce lien indéfectible. Mais qu'il devait d'abord se reconstruire, apprendre à se respecter lui-même, et comprendre que le respect mutuel était la clé de toute relation saine. Elle lui expliqua que le pardon véritable ne pouvait venir que d'un travail intérieur profond. Quant à Kendra, elle purgea une peine de 12 ans en prison, une période longue qui lui permit peu à peu de comprendre, derrière les barreaux, l'ampleur de ses actes et la gravité de ses choix. Ce fut un chemin difficile, fait de solitude et de confrontation à elle-même, une lente dérive loin des illusions d'autrefois. Et Maggie? Elle passa ses dernières années dans un rôle qu'elle avait construit avec soin, siéger au conseil d'administration de la Fondation Robert et Margaret Sullivan for Health et Women's Justice. Elle était entourée de femmes fortes, de survivantes au parcours brisé mais reconstructeur, de bénévoles passionnés, et de récits poignants de résilience. Chaque jour, elle voyait renaître l'espoir dans les yeux de celle qu'elle aidait. Chaque histoire, chaque sourire, chaque merci lui rendait la force de continuer. Elle trouva dans cette mission une forme de paix qu'aucune vengeance n'aurait pu offrir. Car elle avait appris, au prix de la douleur, que parfois, la plus grande vengeance, la vraie victoire, c'est de survivre avec dignité. Dans ces derniers instants, entourée d'amis fidèles et de souvenirs apaisés, Maggie souriait encore. Une femme qui avait traversé les tempêtes, affronté la trahison, et qui, au bout du compte, avait su réinventer son héritage en un acte d'amour universel.